Bonjour et bienvenue en direct sur Public Sénat. Sénat 360, votre nouveau rendez-vous d'information parlementaire. Jean-Louis Borloo, l'homme qui veut électrifier le continent africain, invité de Sénat 360. Alors que le Sénat, à l'initiative du groupe centriste, débat en séance, en ce moment même, une proposition de résolution pour apporter son soutien à ce projet. Le plan Borloo pour l'électrification de l'Afrique en débat au Sénat. Une proposition de résolution est examinée en ce moment même en séance à l'initiative du groupe centriste. Elle vise à soutenir ce projet pharaonique. Savaria Rojek, vous êtes en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Alors, que s'est-il dit depuis 14h30 ? Eh bien Delphine, d'abord c'est vraiment un texte transpartisan que les Sénats examinent en ce moment. Cette proposition de résolution est co-signée par une centaine de sénateurs de tous bords et elle vise, vous l'avez dit, à appuyer la démarche de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Alors cette fondation, c'est le nouveau projet de Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre qui est d'ailleurs présent cet après-midi dans la tribune. L'objectif, c'est un véritable plan Marshall d'électrification du continent africain. C'est le corollaire indispensable du développement économique du continent. Alors dans l'hémicycle, le texte est porté par le sénateur centriste Jean-Marie Bockel qui vient de s'exprimer et le sénateur a eu des mots forts pour convaincre de l'urgence d'un tel projet. C'est à nous d'agir, à nous de nous engager. L'intérêt de l'Afrique, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est donc l'intérêt de la France, a déclaré le sénateur. Et en effet, 70% du continent africain n'a pas accès à l'énergie électrique. C'est un enjeu climatique mais aussi donc migratoire, car au-delà d'un soutien symbolique à l'initiative de Jean-Louis Borloo, ce texte veut vraiment une main tendue de la France et de l'Europe au continent africain. Un plan pour électrifier l'Afrique est en discussion actuellement au Sénat. Il s'agit d'une proposition de résolution non engageante. Aujourd'hui, seulement 25% des Africains ont accès à l'électricité. 600 millions d'Africains sont privés. Cela représente les 2/3 de la population. C'est le nouveau combat de Jean-Louis Borloo. Il sera avec nous en plateau dans un instant. Mais tout de suite, je vous propose de réécouter les temps forts de la discussion qui va s'achever en séance et on se retrouve après. Comme vous le savez, Jean-Louis Borloo a créé l'an dernier la Fondation Énergie pour l'Afrique, dont l'objectif est d'accélérer la construction d'infrastructures et de débloquer les financements grâce à une agence africaine d'électrification, une agence intergouvernementale gérée par les Africains pour les Africains. Son initiative, soutenue en France tant par le président de la République que par des responsables politiques de diverses sensibilités, a d'ores et déjà reçu aussi le soutien de nombreux dirigeants africains, de grandes entreprises, d'organisations internationales, mais surtout le soutien des États africains et de l'Union africaine. Cela s'est traduit il y a 2 semaines par le vote à l'unanimité du Parlement panafricain d'une proposition commune posant un objectif simple: faire passer en 10 ans l'électrification du continent subsaharien de 25 à 80%. Les États africains ont ainsi clairement affirmé leur volonté de pallier cette carence énergétique structurelle. La Fondation Énergie pour l'Afrique a dans un premier temps permis de mettre en lumière les enjeux actuels et à venir sur le continent. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir, de nous engager. La balle est aussi dans notre camp, car l'intérêt de l'Afrique, c'est l'intérêt de l'Europe et donc l'intérêt de la France. À l'heure actuelle, 70% de la population africaine n'a toujours pas accès à l'énergie, et tout particulièrement à l'électricité. Un manque d'autant plus grave que la population aura doublé en 30 ans. Un constat alarmant donc, lorsque l'on sait que l'électrification est une condition nécessaire aux autres enjeux de développement, notamment en matière d'accès à l'éducation et à la santé fondamentale, mais aussi de développement économique et de réduction de la pauvreté. Je tiens également à souligner l'impératif environnemental que représente cet enjeu de l'électrification de l'Afrique, un enjeu qui nous concerne directement. L'Afrique émet très peu de CO2 et sa forêt est un véritable puits de carbone qu'il faut préserver face à l'augmentation de 1 à 2% par an des émissions de CO2. Pour chaque année, c'est près de 2 millions d'hectares de forêts qui disparaissent sur le continent africain. Une déforestation qui ne fera que croître sous l'effet de l'explosion démographique à venir si rien n'est fait rapidement. Du fait de la faible densité de la plupart des pays africains, l'électrification de l'Afrique devrait principalement se faire hors réseau et privilégier les énergies renouvelables, particulièrement, mais pas seulement, l'énergie solaire. Cette électrification est ainsi l'occasion pour l'Europe d'accompagner la transition énergétique de l'Afrique tout en favorisant les énergies renouvelables. La Fondation Énergie pour l'Afrique repose au fond sur une idée simple et concrète: une subvention de 5 milliards de dollars par an sur 10 ans, versée par les pays riches émetteurs
de plus de 8 tonnes par habitant et par an, au prorata de la population, tonnes de CO2 naturellement. Ce mécanisme de contribution serait ensuite revu tous les 3 ans sur un principe de bonus-malus que nous connaissons bien en France. Les mauvais élèves, entre guillemets, verraient leur contribution augmenter. C'est aussi un peu une forme d'incitation, alors que les pays vertueux, ayant réduit leurs émissions de carbone, verraient leur contribution diminuer. On sait tout de même qu'en Europe, nous sommes plus vertueux qu'ailleurs. Concrètement, même si nous avons encore des progrès à faire, nous le savons. Concrètement, cela représenterait pour l'Europe 1,2 milliard de dollars la première année, montant porté à 2 milliards la troisième année. Donc, cet engagement de 5 milliards, c'est au fond, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, quel vaste programme, et quel chantier, et quels enjeux. Mais c'est également, et tout de même, 2 fois moins que le montant, l'engagement, le financement des engagements pris lors de la conférence de Copenhague de 2009. Un engagement qui, malheureusement, comme tant d'autres, est resté lettre morte, faute d'une agence dédiée et d'une affectation précise, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Un engagement qui s'inscrit également dans la dynamique initiée par la COP21. À un mois de l'ouverture, un peu plus, la France a en la matière un rôle de premier ordre à jouer sur le plan international. Elle le joue d'ailleurs. S'offre à elle une occasion unique d'œuvrer pour permettre la recherche d'un consensus au sein des Nations Unies, et bien sûr à partir aussi d'un consensus interne à l'Union européenne, d'autant que cette dernière occupe une place importante dans ces négociations. Je vous avais dit tout à l'heure, en introduisant mon propos, que Jean-Louis Borloo nous rejoindrait dans les tribunes. Et il est là, et j'ai vraiment plaisir à le saluer. Et par sa présence, il marque aussi, entre 2 avions vers le continent africain ou en Europe, l'intérêt qu'il porte pour l'engagement de notre Haute Assemblée. Il était d'ailleurs présent à la première réunion que nous avions organisée, où plusieurs d'entre vous, de toute sensibilité politique, étaient présents, et d'où est sortie cette idée de résolution. Et donc voilà, il a tenu par sa présence à montrer qu'il était vraiment à nos côtés. Et c'est important, je crois, qu'il en soit ainsi. Pour la Fondation, l'accès à l'énergie, disais-je, est un droit fondamental. La conférence de Paris sur le climat, c'est donc l'occasion de porter, de défendre et d'obtenir un accord historique sur l'Afrique, et plus largement pour tous les pays pauvres, au-delà même de l'Afrique. Ça pourra faire des petits, si je puis dire, cette démarche, ayant des besoins similaires. Outre cet enjeu climatique, je veux également souligner l'enjeu migratoire que revêt à terme l'électrification du continent africain. À première vue distinctes, enjeux climatiques et migratoires convergent, puisque les principaux émetteurs de CO2, à savoir les Européens, les Américains, les Japonais, d'autres Asiatiques, la péninsule arabique, sont conscients de la vaste immigration africaine qu'engendrerait l'explosion démographique dans les années à venir. Et pour soutenir une telle explosion démographique, le rythme de croissance économique actuel du continent ne suffit pas. Il est nécessaire de trouver des nouveaux leviers de croissance pour assurer à la jeunesse africaine un avenir en Afrique. On peut dire aussi d'ailleurs que souvent il y a un corollaire entre le développement et la régulation des naissances et peu à peu un devenir démographique plus équilibré. Tout se tient. Ne pas agir conduirait nécessairement aujourd'hui à des conséquences très dommageables à moyen terme en Afrique, mais aussi en Europe, tant les destinées de nos 2 continents sont liées. Parmi les leviers de croissance possibles, l'énergie occupe une place centrale. Un effort accru d'électrification permettrait en effet de porter la croissance actuellement de l'ordre de 5-6%, c'est évidemment variable d'un pays à l'autre et d'une année à l'autre, mais c'est un ordre de grandeur à 15% dans les années à venir, tout en assurant à l'Europe un regain de croissance à travers ce partenariat de 2 à 3%. Donc d'un côté, évidemment, la perspective de migration non régulée, non organisée, avec une incapacité, c'est des problèmes, des phénomènes qu'on voit poindre aujourd'hui, d'organiser cela dans des bonnes conditions pour chacun, et de l'autre, un enjeu de développement qui permettrait enfin
aux Africains d'être davantage, et notamment à la jeunesse africaine, maîtres de leur destin. Le projet de la Fondation représente une opportunité de développement économique et social sans précédent entre l'Europe et l'Afrique. Certes, nous avons le sentiment d'une présence française en recul, mais nous avons avec l'Afrique une histoire partagée qui nous offre la possibilité de développer nos échanges avec ce continent. Soutenir l'Afrique face à ces grands enjeux, c'est parier sur le formidable moteur de croissance que peut-être pour nous aussi, pour l'Afrique, mais pour nous aussi, le continent africain. J'en suis convaincu, l'Afrique est notre avenir et nos destins sont indissolublement liés. Une conviction dont je vous avais déjà fait part en 2013 à l'occasion d'un rapport d'information rédigé au sein de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense avec plusieurs collègues et dont mon collègue co-rapporteur Jeannie Lorjou, ici présent. Chaque jour, l'actualité nous rappelle combien tout ce qui se passe en Afrique nous concerne. Enfin, j'estime que la France a une responsabilité particulière envers les peuples du continent africain du fait de la relation historique, géographique, culturelle et politique particulière qu'elle entretient avec un certain nombre d'États et de peuples africains. Madame la ministre, mes chers collègues, il est temps d'agir. Le Sénat joue un rôle particulier dans nos institutions et dans la réflexion prospective, un rôle positif, un vote positif, un rôle positif c'est sûr, mais un vote positif aujourd'hui marquerait ainsi le premier pas vers une nouvelle approche du Parlement français pour tisser de nouveaux rapports entre la France et l'Afrique. Adopter cette résolution, c'est concrétiser l'engagement du Sénat à promouvoir l'action de la Fondation Jean-Louis Borloo Énergie pour l'Afrique. Climat, développement et migration sont intrinsèquement liés. S'engager aux côtés de la Fondation, c'est aussi adhérer à un projet global. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, cette proposition de résolution défend un intérêt mutuel. Comme l'affirme si bien le texte de la résolution, l'avenir de la France et de l'ensemble de l'Europe se joue aujourd'hui autant au sud qu'au nord de la mer Méditerranée. Voilà pour l'intervention de Jean-Marie Bockel, sénateur UDI-UC du Haut-Rhin et auteur de cette proposition de résolution. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, où en est-on? Est-ce que cette proposition de résolution va bientôt être adoptée? Oui, alors Delphine, les discussions sont en train de s'achever dans l'hémicycle derrière moi. Je vous rappelle d'abord l'enjeu de ce texte, appuyer le développement du continent africain à travers la réduction de la fracture énergétique. Alors concrètement, 600 millions d'Africains, c'est-à-dire 70% de la population, n'ont pas accès à l'électricité. L'objectif de la fondation de Jean-Louis Borloo est un véritable plan Marshall d'électrification du continent. C'est le corollaire indispensable, selon lui, du développement économique. Et l'électrification de l'Afrique pourrait en effet porter la croissance économique de 5% aujourd'hui à 15% dans les années à venir. Alors vous venez de l'entendre dans cette rediffusion. Ici, le texte est porté par le sénateur centriste Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel qui a eu des mots forts pour convaincre l'assistance de l'urgence de ce projet. C'est à nous d'agir, à nous de nous engager. L'intérêt de l'Afrique, c'est l'intérêt de l'Europe, donc l'intérêt de la France, a déclaré le sénateur. Alors bien sûr, derrière cette belle unanimité dans l'hémicycle se cache bien sûr l'action de lobbies, de réseaux puissants, mais difficile aujourd'hui tout de même de trouver des voix discordantes dans l'hémicycle sur ce texte. Merci beaucoup Saveria et je vous propose tout de suite de partir dans l'hémicycle pour suivre en direct l'adoption de cette proposition de résolution et on en parle après. Ce constat, il est largement partagé par Jean-Louis Borloo et sa Fondation pour l'énergie en Afrique. C'est une action importante que Jean-Louis Borloo a menée jusqu'à aujourd'hui, je dirais même essentielle. Il agit à nos côtés et aux côtés des pays africains pour trouver des solutions, mais surtout mobiliser. Il a beaucoup mobilisé ces derniers mois et je veux l'en remercier. Je crois que nous devons être clairs. Le développement des énergies renouvelables en Afrique est clé pour la planète. Et le gouvernement le soutient fortement. Le gouvernement agit. Premièrement, via son action diplomatique. Nous avons mobilisé le G7 pour qu'il réponde à l'appel de l'Union africaine à soutenir un grand plan sur les énergies renouvelables en Afrique. C'est un travail que j'ai aussi mené à New York en septembre, d'abord en tant que membre du Conseil exécutif de l'initiative Énergie durable pour tous, portée par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Ensuite, avec les chefs d'État africains, en Éthiopie, bien sûr, mais aussi avec le Sénégal et le Nigeria.
Nous avons ensemble, lors d'un déjeuner consacré à l'industrialisation durable du continent, rappelé combien il était extrêmement important de soutenir ce projet. Deuxièmement, la France soutient les énergies renouvelables en Afrique par sa politique de développement. Je vous rappelle que l'Agence française de développement soutient chaque année environ 350 millions d'euros de projets pour des énergies renouvelables, dans le cadre d'un engagement d'1 milliard par an pour la lutte contre le dérèglement en Afrique. Le rapprochement entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations permettra d'augmenter sensiblement cette enveloppe, et ce, dès cette année 2016. Mais nous ne pouvons pas, bien sûr, être seuls à agir. Et la mobilisation de Jean-Louis Borloo est précieuse pour entraîner la communauté internationale dans un soutien à l'accès à l'énergie durable en Afrique. C'est pourquoi la Fondation Énergie pour l'Afrique reçoit un soutien financier de plusieurs ministères. Et nous avons souhaité, avec Laurent Fabius, mobiliser aussi les réseaux diplomatiques français et l'Agence française de développement autour de cette initiative. Ces nombreuses missions ont ainsi permis une mobilisation de nombreux acteurs du continent. Et Jean-Louis Borloo l'a si bien fait qu'aujourd'hui, les pays africains veulent s'impliquer également eux-mêmes sur les énergies renouvelables et portent aujourd'hui une initiative lancée par l'Union africaine. Initiative qui consiste à soutenir le financement de 10 gigawatts supplémentaires en 2020 et jusqu'à 300 gigawatts supplémentaires d'ici 2030 en mobilisant des fonds publics, mais aussi bien sûr des fonds privés. Cette demande portée au plus haut niveau par l'Union africaine, l'Égypte, qui préside la conférence des ministres africains de l'environnement, et le comité des chefs d'État africains sur le climat, la CAOSC, a reçu, grâce à la mobilisation du président de la République François Hollande, le soutien du G7 et d'ailleurs du G20 énergie. Et puis la Turquie me le disait avant-hier, sans doute sous peu le soutien du G20. Le portage par les pays africains est une des conditions du succès de ces initiatives. Cette demande, la demande des pays africains, est donc légitime. Elle correspond aux priorités définies par l'Union africaine dans le cadre de leur vision du continent à 2050, contenue dans le plan Afrique 2063 adopté en 2013 dernier. Elle est construite sur la base d'une analyse détaillée des projets existants et en cours de développement. Cette analyse, elle a été réalisée par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, avec l'appui d'IRENA et du PNUE. Cette demande revient à doubler le taux de développement des énergies renouvelables d'ici 2020 et à utiliser ce vecteur pour développer massivement l'accès à l'énergie moderne en Afrique. La France y prendra sa part, notamment grâce au rapprochement de l'AFD et de la CDC, qui permettra de financer davantage de projets d'énergie renouvelable en Afrique. Un comité de mise en œuvre va être créé au sein de la Banque africaine de développement pour assurer la mise en œuvre de ce plan. Cette initiative, elle est aujourd'hui jugée clé. Nous devons lui apporter une réponse précise d'ici la COP21 et mobiliser autour de ce projet. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais aussi attirer votre attention sur un dernier point. Il serait simpliste de résumer les attentes de l'Afrique pour la COP21 aux seuls enjeux énergétiques. L'Afrique, en tant que région vulnérable, a besoin de financement pour l'adaptation. Je pense à des digues, aux mangroves qu'il nous faut effectivement restaurer. Elle est en train de formuler une demande précise pour que, entre 30% et 40% des 100 milliards que nous avons promis à Copenhague par année d'ici 2020 soient consacrés à cette cause. Il faut être attentif à cette demande et le budget 2016 de la France y est déjà d'ailleurs attentif. Par ailleurs, l'Afrique souhaite aussi notre soutien, que nous allons renforcer, à la protection des forêts du bassin du Congo, deuxième forêt, vous le savez, tropicale du monde. De même, il serait trop simple de résumer les enjeux de développement des énergies renouvelables à la seule question des financements. Pour pouvoir réaliser son potentiel d'énergie renouvelable et pour définir ce monde à zéro carbone et à zéro pauvreté, d'autres conditions devront être réunies. Pour mobiliser les financements privés,
Les cadres réglementaires devront être adaptés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La formation, vous l'avez dit, et le renforcement de capacités sont tout aussi nécessaires si nous voulons former les générations de cadres, d'ingénieurs ou de techniciens africains pour les énergies renouvelables. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, le plan d'électrification du continent africain, Électricité Objectif 2025, converge largement avec l'action de la France dans le cadre de sa politique de développement et de la recherche d'un fort soutien africain à l'accord de Paris sur le climat. C'est une idée utile, un constat qui est aujourd'hui partagé, une mobilisation qui est essentielle et qui a été menée par Jean-Louis Borloo. Une initiative dont les objectifs sont portés par un grand nombre de soutien aux Voilà jeunes. pour cette intervention d'Annick Girardin. Chantal Joanneau nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénatrice UDUC de Paris. Merci d'être avec nous. Le groupe centriste s'est saisi de cette question portée par Jean-Louis Borloo de l'électrification du continent africain. Pourquoi est-ce important qu'il y ait aussi un débat dans le Parlement national sur cette question ? C'est primordial parce que nous sommes sur des enjeux de long terme et il me semble vraiment crucial que le Sénat se positionne comme l'Assemblée qui défend les intérêts de long terme, non seulement de la France d'ailleurs, mais du monde. Enfin, c'est peut-être un petit peu prétentieux. Et puis parce que c'est par notre soutien qu'on va engager et les financements publics et de fait les initiatives privées. Parce que le génie de la Fondation pour le développement de l'énergie en Afrique, c'est qu'elle est publique et elle est privée. Et c'est par un engagement du public qu'on va réussir à débloquer des financements privés. Donc on a besoin de cet engagement des acteurs publics et de l'État en premier lieu, donc des parlementaires, pour pouvoir lancer le processus. Ouais. Il y a ce soutien de la classe politique, soutien unanime. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour faire avancer les choses ? Ça n'engage pas que la France. Il faut que l'ensemble de l'Union européenne s'engage. Il faut que les États africains se mettent d'accord sur une structure et une gouvernance de cette structure. Quand on parle d'électrification, on parle de réseau. On parle quand même effectivement d'un projet à 200 milliards. Donc c'est un projet conséquent. Il a fallu 20 ans, je le rappelais dans mon intervention tout à l'heure, il n'a fallu que 20 ans pour que nos États européens s'électrifient et développent leur réseau globalement, évidemment. Donc là, ça fait 1 an, grosso modo, que cette fondation est lancée, même si le projet est beaucoup plus ancien, parce que Jean-Louis Borloo l'avait déjà porté et présenté pour Copenhague. Il avait dit il n'y aura pas d'accord climatique mondial si nous n'avons pas sur la table un projet extrêmement concret de développement de l'énergie chez nos principaux partenaires que sont les Africains. Oui. Alors on me dit bien que la proposition de résolution vient à l'instant d'être votée. Quelle est votre réaction à ce vote du Sénat ? C'est une excellente nouvelle et ça ne m'étonne pas du tout du Sénat, parce que les Sénats, c'est tout à fait dépasser les petits clivages politiques quand il s'agit d'intérêts stratégiques et d'intérêts de long terme. C'est assez significatif de ce qu'est le Sénat aujourd'hui et de ce que malheureusement le grand public ne voit pas toujours, la réalité de notre fonctionnement. Vous le disiez, on est à 1 mois maintenant de la COP 21. Alors c'est un contexte effectivement propice à mettre en marche cette électrification de l'Afrique. Comment les deux thématiques sont-elles liées ? C'est doublement propice parce que le projet qui est développé, c'est vraiment de dire, écoutez, on va sauter l'étape des énergies fossiles parce que c'est pas la peine que les États africains s'enlisent dans ce développement de toute façon inutile des énergies fossiles et qu'on va passer directement aux énergies nouvelles et aux énergies renouvelables. Et puis, par ailleurs, on sait très bien que pour obtenir un accord sur le climat, il faut que chacun joue le jeu et que donc les pays développés aussi jouent le jeu pour assumer leurs responsabilités. Parce que s'il y a un changement climatique et un réchauffement climatique, n'oublions pas que c'est une accumulation de gaz à effet de serre qui provient pour l'essentiel de notre propre développement. Oui. Jean-Louis Borloo mise sur le développement des énergies renouvelables pour l'électrification du continent africain. Ça, c'est réaliste ? Oui, parce qu'il y a d'immenses potentiels, il y a d'immenses ressources en termes d'énergie renouvelable. Si vous prenez rien que le solaire, vous savez que les rayons du soleil que nous recevons chaque jour sur Terre, c'est 10 000 fois nos besoins. Donc si on convertit 0,8% de l'énergie solaire, on satisfait l'ensemble des besoins de la planète. Vous avez l'hydraulique, vous avez certaines régions qui ont des ressources hydrauliques colossales. Vous avez la forêt, vous avez là aussi des ressources en biomasse qui peuvent être absolument colossales. Vous avez l'éolien. C'est un continent qui dispose, beaucoup plus que nous d'ailleurs, de l'ensemble de ces ressources énergétiques d'avenir. Donc oui, c'est tout à fait réaliste. Au contraire, mais
plus peut-être chez eux encore que chez nous. Ouais. Quel serait l'impact de cette électrification du continent africain, au-delà de l'aspect économique, bien entendu? Il y a l'aspect économique qui ferait qu'aujourd'hui, ils sont sur une moyenne de croissance, ils ont un petit peu ralenti, qui est de 5%, ils seraient à 15% demain. C'est 600 millions de personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité, sachant qu'on est sur une croissance démographique exponentielle. Et c'est beaucoup, ça touche beaucoup les femmes, ce défaut d'accès à l'énergie. Donc c'est aussi un développement à travers l'accès à l'énergie du droit des femmes. Parce que pour elles, c'est moins de temps passé aux cultures, ce sont les femmes en général qui cultivent les terres, moins de temps passé à la nourriture, surtout moins de temps passé aux corvées d'eau, qui font que les petites filles bénéficient moins aujourd'hui d'éducation que les petits garçons en Afrique aujourd'hui. Chantal Joanneau, je pense que j'entends Jean-Louis Borloo. Oui. Installez-vous. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Borloo, installez-vous. On va vous installer, monsieur. Merci d'être avec nous. C'était une excellente porte-parole pour votre projet sur l'électrification de l'Afrique. On va en parler. Merci Chantal Joanneau, vous restez avec nous. Jean-Louis Borloo, on vient d'en parler. Donc vous êtes désormais à la tête de la Fondation Énergie pour l'Afrique, créée l'an dernier. Alors vous venez d'assister dans l'hémicycle du Sénat à la discussion, à l'adoption de cette proposition de résolution. Est-ce que vous êtes satisfait de voir les parlementaires français s'emparer de cette question à leur tour? À vrai dire, j'avais aucun doute. Et je vais vous dire, le président du Parlement des peuples d'Afrique, Parlement panafricain, qui représente 1,1 milliard d'Africains, vous savez où il va venir faire sa déclaration au monde? Vous allez nous le dire? Pour la lutte contre la pauvreté, pour l'accès à la lumière, à l'eau, comme ça a été dit tout à l'heure. Il va le faire à Paris. À Paris dans 10 jours. Et la mobilisation du Sénat, la mobilisation de l'Assemblée nationale, je rappelle que la réserve parlementaire de l'un et de l'autre aide cette modeste fondation qui n'a qu'une vocation, c'est aider à ce que tout le monde fasse le projet qui sera piloté par les Africains. C'est pas mon projet. Ouais. C'est un projet pharaonique, Jean-Louis Borloo, on a rappelé les chiffres quand même. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer, à soutenir ce projet? En quoi c'est pharaonique de passer de 25 à 100%, en fait 80, parce que les derniers 20 sont les plus durs, mais enfin assez vite, ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique, ce qu'a fait le Canada, ce qu'ont fait tous les pays sud-américains, ce qu'a fait la Chine, ce qu'a fait le Japon, enfin je veux dire, espèce de... Alors après il y a des raisons techniques, c'est pour ça que la Fondation elle a travaillé sur les réponses aux raisons pour lesquelles on est là. Mais que ça de pharaonique, ce qui est pharaonique, c'est de ne pas apporter cette réponse aux mamans d'Afrique. C'est de ne pas apporter cette réponse pour la lumière, pour la santé. Vous avez déjà eu un pépin d'accouchement dans le noir? Apporter la réponse en matière de déforestation, d'emploi, d'autonomie alimentaire. C'est ça qui serait pharaoniquement scandaleux. Mais juste rattraper ce retard, en gros donner un coup de main pour que ce retard soit attrapé, ce qui, au-delà même du point moral, est notre intérêt économique, notre intérêt stratégique, notre intérêt migratoire, je dirais même notre intérêt de sécurité élémentaire. Ça n'a rien de pharaonique. Ouais. Alors, on sait que vous avez parcouru plus de 500 000 km, vous avez rencontré 43 présidents africains. Vous voulez que ce soit un véritable plan Marshall pour l'Afrique. Mais est-ce que les choses avancent, Jean-Louis Borloo, depuis un an? Oui, elles avancent. Vous savez, quand les 43 chefs d'État disent oui, en fait 43 plus 3, c'est-à-dire tout le monde, que l'Union africaine a voté la délibération que j'ai proposée le 15 juin, que le Parlement des peuples d'Afrique a voté, qui va venir s'exprimer ici, que les dirigeants européens disent en gros, s'il y a un vrai outil, si on sait vraiment à quoi ça sert, si c'est vraiment pour ça, avec une vraie gouvernance, évidemment que le niveau des enjeux, c'est un investissement extrêmement faible pour des conséquences gigantesques. Il faut juste savoir que ce qui serait la contribution des pays émetteurs de CO2, c'est la moitié de l'aide au développement qui n'est pas utilisée de l'Europe. Enfin, on est sur c'est en fait un problème méthodologique. En gros, si on va à Paris, des avions arrivent du monde entier pour être sur la photo, après il y a des réunions, et qu'il n'y a rien pour sortir de la précarité qui passe par l'énergie et l'eau des peuples les plus touchés, faut pas faire de conférence climat. Enfin, c'est ça quand même le sujet. Si on va juste discuter des trajectoires 2030, 2050, le 100 milliards, tout ça, c'est de l'argent privé. Enfin, c'est juste les flux économiques normaux. S'il n'y a pas de réponse pour les peuples, si c'est pas le rendez-vous
du petit coup de main aux pauvres, qui sont non Ça seulement sera raté, pauvres, la COP21 sera ratée. mais ce sera un rendez-vous raté. Mais le gouvernement français le sait, les gouvernements européens aussi, les Américains aussi. Alors on peut faire semblant de continuer à faire des trucs, hein. Mais enfin, là, le vrai sujet, c'est le vrai argent dans un vrai endroit, avec une vraie gouvernance, avec un objet unique et avec des objectifs parfaitement identifiés. Ouais. Je posais la question à l'instant à Chantal Joanneau. L'électrification de l'Afrique doit se faire par le développement des énergies renouvelables. Est-ce que c'est réaliste, ça? Mais partout en Afrique, vous avez l'énergie renouvelable la moins chère du monde. C'est simple, c'est étrange, mais c'est comme ça. La géothermie la plus puissante et la moins chère. La deuxième biomasse du monde. Le premier potentiel hydroélectrique du monde par sa puissance électrique. Vous avez le vent le plus stable, ou à peu près le plus stable du monde, et vous avez le solaire, là où ça sera du solaire, c'est-à-dire en gros Sahel, Sud-Sahel, le plus efficace du monde. Je veux dire, c'est le continent de la puissance des énergies renouvelables. Le scandale, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'organisation, on importe du fuel pour faire des moteurs diesel, du coup c'est 3 fois plus cher. Le plus grand potentiel énergétique du monde, c'est l'endroit où l'énergie pour les gens est la plus chère au monde. Il y a juste un truc qui ne va pas. Donc on arrête les phrases, on se met au travail, l'équipe dirigeante, comment est gouvernée, comment on prend les décisions. Voilà, c'est simple. Ouais. Il y a quand même des freins, puisque visiblement cette expression pharaonique ne vous plaisait pas, mais il y a quand même des non, freins mais parce que, à votre développement. Non, mais aucun, madame, ça va se faire. Vous savez, Victor Hugo disait que quand une idée est juste, vient le moment où elle s'impose. Voilà, c'est juste. Je vais vous dire un deuxième truc, pourquoi ça va se faire, madame. Je vais vous expliquer. Parce que entre Copenhague et aujourd'hui, vous savez quelle est la seule différence? 800 millions de portables en plus. Donc 800 millions de journalistes en plus. 800 millions de jeunes qui hésitent entre révolte et espoir. Et qui ne vont pas accepter très longtemps que la situation soit comme ça. Donc où l'Afrique est la chance de notre vie et de l'Europe, où l'Afrique sera notre drame. À nous de prendre nos responsabilités. Les chiffres sont très faibles. Si je regarde la partie publique, 5 milliards par an, c'est le montant du plan de rénovation urbaine des banlieues françaises que j'ai eu l'honneur de piloter, juste au niveau des quartiers français. Il s'agit d'un plan financé par 3 continents pour un continent où il y a quasiment un quart de l'humanité. Franchement. Quel sera votre rôle? C'est juste amorcer la pompe et après vous vous engagez totalement, Jean-Louis Borloo? Après, je m'occuperai de la mer et des océans. Ouais. Autre grand sujet. Ouais. Mais quand on voit toute votre énergie, ça ne vous donne pas envie, cette énergie de revenir en politique en France? Mais je ne fais pas de la politique, là. Ouais. Mais c'est pas vital pour la France que je viens de dire. Mais vous n'avez pas entendu les parlementaires français au Sénat? Vous les avez entendus, ces phrases. La marche vers la lumière. Les problèmes migratoires, les projets d'une industrie d'énergie renouvelable, le leadership français en Afrique, le leadership français en Europe dans une stratégie Europe-Afrique. C'est bien des parlementaires français que vous avez entendus. Ouais. C'est pour bien de la politique, y compris française. Ouais, justement, vous l'évoquiez à l'instant, cette agence pour la rénovation urbaine que vous aviez créée il y a 10 ans, on sait qu'on célèbre les 10 ans des émeutes en banlieue. Est-ce que finalement elle a rempli sa mission, Lanru? Elle a totalement rempli sa mission, mais sa mission, c'était pas de tout régler. Sa mission, c'était, il y avait un désastre urbain de logement scandaleux dans notre pays. Voilà. Il fallait donc déghettoiser, et tout le monde était d'accord. Je pense qu'on l'aurait pas fait à l'époque, on aurait des drapeaux que je préfère ne pas dire la signification un peu partout. Il s'agissait de déghettoiser, c'est-à-dire que l'urbain, c'est pas tout, bien entendu, mais il n'y a que les sociologues qui travaillent dans des journaux très intelligents qui opposent l'urbain et l'humain. Jusqu'à nouvel ordre, c'est l'humain qui vit dans l'urbain. Il faut qu'ils aient expliqué ça aux mamans qui étaient dans des conditions épouvantables qui entraînaient la haine et la violence. Oui, 150 000 logements détruits, autant reconstruits, 600 000 logements réhabilités, résidentialisés, 30 km d'allées pour aérer des quartiers. Ça a répondu à la question posée. Ça ne répond pas à toutes les questions des déséquilibres du territoire, de la pauvreté, de la qualité de la formation dans les quartiers, de l'accès en... Bien entendu, il ne faut pas demander à un autre. Moi, j'ai voulu que cet outil soit spécifique. Parce que si on dit on traite tous les sujets, je vous écris à la fin de la journée, on n'en traite aucun. Voilà. Donc ça a répondu à sa mission, qui était une mission sur le bâti. Oui, ça répond à ça.
46 milliards d'euros. Vous n'avez jamais entendu une contestation. Il y a des quartiers, le plan a coûté 10 millions, des quartiers 500 millions. Personne n'a jamais dit, c'est pas juste, il est de droite, il est de gauche, il est je sais pas quoi. C'est un truc totalement unanime, qui s'est fait dans une totale discrétion. Ça a répondu à sa fonction. En revanche, moi je regrette que parallèlement, il n'y ait pas eu un effort de même importance en matière éducative, en matière de soutien, en matière d'accès à l'emploi, bien entendu, en matière de soutien des mamans, et notamment des mamans isolées, évidemment. Mais la fonction, oui, ça a répondu. Et au fond, l'Agence pour l'électrification de l'Afrique, c'est le même modèle que l'Agence de rénovation urbaine. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Borloo d'avoir été l'invité de Sénat 360. Merci beaucoup Chantal Joanneau.